Aussi, la différence entre du bon niveau et du très haut niveau, la différence, elle ne se fait pas sur le volume, elle se fait sur l'intensité que sont capables de mettre les joueurs sur le match. Et un autre aspect qui peut être intéressant sur le développement des compétences neuromusculaires, donc vous avez quand même pas mal d'études qui montrent que les joueurs qui ont les meilleures compétences neuromusculaires, ce sont aussi eux qui sont capables de supporter la charge d'entraînement d'un point de vue global. Donc sur le plan uniquement neuromusculaire, j'insiste bien, dans la boîte à outils, je pense qu'il y a certains contenus qu'il faut qu'on arrive à mettre progressivement au fur et à mesure de la formation, que le joueur soit capable de les réaliser de manière autonome ou de manière plus ou moins guidée. Peut-être au début on va le guider, puis au fur et à mesure on va le rendre de plus en plus autonome. Et pour être honnête, au fur et à mesure que je bosse avec les joueurs, ouais, au début il faut qu'on leur tienne la main, et au bout d'un moment je leur lâche un petit peu la main et ils sont capables de réaliser beaucoup de contenu tout seuls en autonomie parce qu'on a donné du sens à la méthodologie qu'on a mis en place avec eux de manière régulière. Donc pour moi, sur le plan neuromusculaire, ce qu'on peut faire à des adolescents, c'est leur faire de l'haltérophilie, on le verra demain, et je vous donnerai quelques exemples déjà aujourd'hui. On peut faire de la musculation très classique, on peut faire ce que j'appelle de la musculation combinatoire fonctionnelle, on peut faire du travail de sprint, que ce soit avec ou sans résistance. Chose qui me semble très importante pour justement bien compléter ce travail de sprint, c'est ce que j'appelle de la motricité athlétique, où en fait on va plus intervenir sur les aspects techniques de la course. Donc être bien placer ses bras, bien placer ses appuis, bien placer son bassin, etc., etc. Ensuite, il y a tout ce qui est travail de pliométrie qui me semble très intéressant chez l'enfant et également chez l'adolescent. Et ensuite, on a plein d'autres outils qui pourront permettre de varier l'entraînement, les kettlebells, les lancers de medicine ball, l'utilisation de landmine. Enfin, il y a vraiment un panel d'exercices à mettre dans la boîte à outils du joueur pour qu'il soit dans un développement varié. Et bien sûr, on n'oublie pas tout ce qui est transfert aux compétences réelles de match. Donc le joueur, il faut le faire sauter pour qu'il aille choper un ballon, il faut le faire accélérer avec un ballon, il faut qu'il arrive à gérer des situations de match, aussi bien offensives ou défensives. Parce qu'on veut, ouais, certes, que notre joueur ait des fortes compétences d'un point de vue neuromusculaire, mais on veut surtout qu'il soit capable que ces compétences neuromusculaires, il les mette au service du match, au service du jeu. Donc là, je vais vous faire un petit topo sur quelque chose que j'ai mis en place il y a 3 ans, qui était inédit en France. Comme je vous ai dit, j'ai fait de l'haltérophilie à un moment donné dans ma vie, j'ai fait aussi du foot. Je me suis dit, les effets que moi j'ai ressentis sur moi-même, les effets que j'ai développés chez les athlètes en termes de compétences neuromusculaires, je pense que ça pourrait servir au foot. Donc je me suis dit, je vais faire de l'haltérophilie à des petits joueurs de foot, puisqu'ils veulent aller au niveau, peut-être qu'avoir des bonnes compétences neuromusculaires, ça peut leur servir. Donc on a fait une étude sur des joueurs U14 dans ce contexte Pôle Espoir. On a essayé de voir quelles étaient les compétences de saut qu'on allait développer chez eux. Donc maintenant, donc ça fait 3 ans que c'est mis en place et maintenant c'est intégré dans le process, mais uniquement dans ce Pôle Espoir à Bordeaux en France. Donc pour vous faire un petit topo de ce que c'est un contexte Pôle Espoir et notamment des problématiques qu'il y a. Bon, déjà, quand vous regardez cette photo, on peut s'apercevoir du gros écart de maturation, mais aussi, vous allez le voir, de compétences physiques qu'on peut avoir. Donc là, par exemple, ce joueur, il faisait 1m76, 67 kg, et le plus petit, l'autre extrême, c'était 1m44, 40 kg. Il faut savoir que ces joueurs, au quotidien, dans les situations de jeu, ils s'entraînent tout le temps ensemble. Donc ce petit-là, il va être confronté régulièrement à ce gros costaud-là. Okay. Une autre problématique, donc ouais, juste pour finir par rapport à ça, donc imaginez que lui, mais au quotidien, il va peut-être être sous-stimulé, et au contraire, celui-là, il va être surstimulé. Okay. Après, il va y avoir l'entre-deux, qui a priori, on va avoir une dose qui va être assez bien équilibrée. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a peu de progression sur le plan neuromusculaire, notamment sur les joueurs qui sont dans ces extrêmes. Donc lui, peut-être qu'il ne progresse pas parce qu'il n'est pas assez stimulé, et peut-être que lui, il ne progresse pas parce qu'il est trop stimulé. Okay. Autre problématique, Seb l'a évoqué ce matin, c'est les pathologies de croissance. Donc, avant qu'on mette en place l'haltéro, on avait sur un effectif, globalement, un tiers des joueurs qui avaient Osgood. Okay, on a eu que Osgood, on n'a pas eu Sever, c'était un tiers des joueurs. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans des études sur des contextes haut niveau de joueurs de foot. Okay. Maintenant, les problématiques spécifiques quand j'ai voulu mettre en place de l'haltéro, ce que j'ai entendu, Seb l'a évoqué ce matin, j'ai rigolé quand tu l'as dit, c'est bon, clairement pourquoi vous voulez faire lever des poids à des jeunes.
En France, on ne fait pas ça. Okay, il faut attendre 16 ans pour leur faire lever des poids. Avant, il faut leur faire que du travail postural avec le bâton. Ça, c'est quelque chose qui m'avait un peu chauffé les oreilles. Et autre chose que Maxime a évoqué, c'est le fait qu'on manque de variété dans l'entraînement. Et dans le foot, on dit, pour faire un bon joueur de foot, il faut faire du foot. Je suis d'accord, mais souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire que du foot. Alors, je pense que c'est un petit peu limitant et à un moment donné, ça va créer de la lassitude si on fait que ça et si on n'a pas des pratiques complémentaires. Sachant que tout ce que je vous ai évoqué en termes de contenu d'entraînement, j'insiste bien, c'est au service du foot et ce sont des méthodes complémentaires qui vont venir assister le développement des compétences footballistiques. Souvent, les gens ils pensent que quand on va faire de la musculation chez les jeunes, ils vont de suite commencer avec des charges énormes. Alors, c'est pas du tout ça, il y a tout un process d'initiation et je vais vous le montrer après sur l'haltérophilie et vous allez le voir demain. Pour ceux qui participeront à la formation, on va partir très très léger. Seb, il a évoqué aussi ce matin, il y a pléthore d'études qui montrent des bénéfices sur les enfants. Par contre, j'ai pas, moi non plus, trouvé l'étude qui dit que ça coupe la croissance. Pourtant, je l'ai cherché. Et la première revue de littérature sur la musculation chez l'enfant, donc une revue de littérature, c'est un gros article scientifique qui met en lien tout un tas d'expérimentations scientifiques qui ont été faites pour donner une information générale sur un sujet. Donc la première revue de littérature sur la musculation chez l'enfant et l'adolescent, elle a plus de 30 ans. Okay, et les réponses étaient déjà assez claires, puisqu'il y avait déjà eu pas mal d'études qui avaient été faites. La première question qui se posait dans cet article-là, c'est est-ce que la pratique de la musculation et de l'haltéro était dangereuse pour l'enfant? La réponse était clairement non. Et un des facteurs qu'on regarde pour dire si c'est dangereux ou pas, c'est le taux de blessure. Donc regardez les taux de blessure qu'on a dans le foot. Donc pour le rapporter à des chiffres un petit peu plus ronds, dans le foot, on a 62 blessures chez les jeunes pour 1000 heures de pratique. Donc vous faites le calcul pour l'haltéro et pour la muscu, on a moins d'une blessure pour 1000 heures de pratique. D'accord? Ça, les gens ils vont vous dire l'haltéro c'est dangereux parce qu'en fait ça leur fait peur parce que dans la tête ils ont ça et ils ont l'impression que leur bébé il va mettre la barre au-dessus de la tête, une barre lourde. C'est pas vrai, c'est pas ça dans la réalité. Et au contraire ils vont dire non mais le foot c'est un sport qui est pas dangereux. Mais les chiffres parlent. Ensuite, deuxième question dans laquelle ils ont répondu à l'article, c'est est-ce que ça peut protéger l'enfant contre les blessures? La réponse était clairement oui, et bien identifiée. Ensuite, dernier facteur qui nous intéresse, c'est est-ce que l'entraînement en musculation chez l'enfant, ça va l'aider à exceller dans le sport? Et la réponse était aussi un grand oui. Vous irez regarder, il est super intéressant cet article, et depuis il y en a eu d'autres plus récents, et je pense que Seb les connaît très bien. Donc pour entrer spécifiquement dans la méthodologie qu'on a mis en place avec ce groupe de jeunes, d'enfants de 13-14 ans, on a mis 6 semaines d'initiation, donc ça faisait 11 séances, et 6 semaines de développement, 11 séances aussi. Les séances, elles duraient, on en faisait 2 par semaine, et elles duraient 1 heure à 1 heure et quart, et on l'a fait en plus du foot. Okay, donc ils s'entraînaient 5 fois par semaine, et on a rajouté 2 séances, donc ils faisaient 7 entraînements par semaine au total. Donc je vous parlais de progressivité, je vous dis on ne part pas directement avec une grosse barre comme vous l'avez sur la photo que j'ai trafiquée avant. On a fait 3 séances uniquement avec le bâton et ces 3 séances avec le bâton elles étaient faites pour voir les grands principes techniques comme vous pourrez le voir demain, donc tout ce qui était placement, trajectoire de la barre, attitude en réception pour contrôler certains points que Seb a évoqués ce matin. Ensuite on est monté en charge, on a commencé à prendre la barre à vide. Donc déjà ça commençait à impressionner un peu les enfants d'avoir une barre en métal dans les bras. Ce qui est bien en haltéro, c'est qu'on a aussi une large gamme de barres qu'on peut utiliser sans poids, donc de 10 à 20 kg. Et très important, on évoquait le rôle de pareur pour mettre en sécurité l'enfant. Ensuite, on a fait 2 séances d'initiation à la manipulation des disques et à la gestion de l'erreur technique. Parce que des fois, ça peut arriver qu'on fasse une erreur technique en haltéro, donc il faut être capable de lâcher la barre derrière, lâcher la barre devant. Et on a fait deux séances de découverte des montées en gamme, c'est-à-dire bon, mais on ne reste pas uniquement avec ma petite barre à vide, puisqu'on va quand même avoir l'intention de développer ta puissance, on va monter un petit peu en charge. On a aussi fait de la méthodo sur comment monter jusqu'à très très lourd. Donc ils ont fait des tests de 1 RM à l'épaulé. Et donc sur tout ce process d'initiation, on a bien évidemment fait le focus sur les mouvements qu'on allait utiliser ensuite sur la période de développement. Donc là vous avez un petit peu la programmation de toutes les séances. Globalement on avait une séance le mercredi qui était destinée à développer purement l'aspect puissance, où on chargeait
mais on avait l'intention de développer les barres avec des hauts niveaux de vitesse. Et on avait le vendredi plutôt l'intention de développer la mobilité, donc d'aller dans des amplitudes vraiment très très importantes et maximales, ou de développer de la stabilité sur des réceptions, ou aller chercher très vite des amplitudes importantes. Donc on travaille sur de la réactivité. Donc là vous avez tous les exercices qu'on a utilisés, avec des exercices qui n'étaient pas très très techniques, et qui permettait de développer des charges lourdes. Donc oui, on peut faire, à partir du moment où on l'a amené progressivement, des charges avec les enfants. Donc l'épaulé en flexion, je l'ai mis en rouge, parce qu'en fait, vous allez voir que demain, ce n'est pas un mouvement que vous allez arriver, vous, en tant qu'adulte, facilement à faire. Par contre, les adolescents que j'avais, en 10 séances, ils savaient tous faire un épaulé en flexion. Okay, et ils arrivaient, je vous montrerai une vidéo, à porter des charges qui étaient relativement lourdes. Par rapport à ce qu'on préconisait en termes de répétition, donc je vous ai dit on faisait 2 séances en plus du foot, donc on restait sur un petit volume de répétition. Par contre on était vraiment hyper exigeant sur la technique et sur la qualité des mouvements, donc on voulait faire peu mais faire bien. Une petite vidéo. Donc il fait de l'épaulé en flexion, donc il a que 45 kg sur la barre, il pourrait faire, je vais juste mettre le son. Il a 45 là. Ça, c'est des poids en plastique. Il a 5 en plus et il a 2,5 de chaque. Je vais juste l'arrêter et mettre le son. Parce que vous allez voir, il y a un petit détail important. Dernière. Donc là, il devait faire 3 reps. Allez, Noah. Allez, même dynamisme. Voilà, là il rate. Mais faut passer dessous mon poulet là. Moi j'ai vu qu'il était capable de la faire. C'est juste un problème d'activation. Allez, lève-toi là, c'est la dernière. Donc en termes de capacité à observer et se dire, bon, soit tu arrêtes parce que tu vas te mettre en danger, soit tu reprends la barre, tu la fais pour qu'elle te stimule, ben, il faut être compétent, il faut être formé. Donc ça, peut-être qu'il y aurait des gens qui auraient dit non, t'as raté, t'arrêtes. Moi, j'ai pris des repères, notamment en termes de hauteur de barre, en termes de vitesse de barre, en termes de placement du gamin, qui était capable de la faire. Enchaîne, enchaîne. Voilà, celle-là, elle est bonne. Donc ça, c'était plus pour l'aspect développement de puissance. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on faisait pour tout ce qui était développement de l'amplitude et de la vitesse. Donc là, on est sur des charges plus légères. Là, il va faire un squat complet. Okay. Hop, il enchaîne. L'idée, c'était de monter pointe de pied et enchaîner par un squat. Enchaîne direct. Hop, pointe de pied. Ok, c'est bien, Yael. Donc, vous voyez tout ce que ça peut stimuler en termes d'équilibre, en termes de gainage. Ok, bien les pieds à plat. Alors, enchaîne. Et derrière, vous avez le rôle de pareur. Okay. Pour pied à plat longtemps. Ok, c'est bien, Yael. Ok, donc les principes fondamentaux de nos séances. C'est qu'on n'avait pas de prescription en termes de pourcentage de RM. C'était globalement, quand on voulait développer la puissance, c'est je monte jusqu'à une charge qui me permet de rester propre. Je vous ai dit, on était exigeant sur la qualité. À partir du moment où je voyais que techniquement que ça se dégradait, mais on redescendait en charge. Et je répète à cette charge qui me permet de répéter proprement. On travaillait toujours par trinôme avec un athlète, éventuellement un pareur et des observateurs pour corriger. On voulait développer l'autonomie de l'enfant. Je vous ai dit, je veux que le gamin il sorte de sa formation avec sa boîte à outils et qu'il soit capable d'utiliser tout ce qu'on a vu. Okay, donc exigence sur la sécurité, sur la qualité du mouvement, on l'a dit. Et dernier point, création d'une culture de la performance. Donc ce qu'on faisait sur chacune des séances à partir du moment où on cherchait à développer la puissance, c'est qu'on faisait des relevés de performance de manière individuelle et on faisait le cumul pour avoir la performance aussi collective. Un principe fondamental si on veut développer la puissance et l'explosivité en haltéro, c'est être capable, quand on a la barre à peu près à mi-cuisse, d'accélérer violemment la barre. C'est ce qu'on appelle le point de puissance, c'est là où on est le mieux aligné pour imprimer le maximum d'accélération à cette barre-là. Donc par rapport aux résultats qu'on a eu en 6 semaines de développement, bon, déjà là vous avez sur ce graphique-là les performances de chacun des gamins, chaque point ça représente un gamin. Avant qu'on commence le travail vraiment de puissance et 6 semaines après. Donc vous pouvez déjà, première information sur ce graphe-là, vous avez l'énorme variabilité interindividuelle qu'on peut avoir dans un contexte U14, U15.
vous avez des gamins qui sont capables, sur ce mouvement de tirage lourd, qui est un mouvement simplifié d'haltéro, vous avez des gamins, ils font que 50 kg, mais c'est pas grave, c'est ce qui les stimule. Vous en avez d'autres, ils ont commencé à 90, il y en a un, il a fini à plus de 120. Okay, c'était un gamin qui avait un niveau de maturation qui lui permettait de faire ça. Donc sur ce test-là, c'est un mouvement qu'on utilisait à chaque séance, donc il n'y avait pas de surprise qu'en l'utilisant à chaque séance, il y ait une progression. Okay, en termes de détente, ce qui nous intéressait nous, parce qu'en fait en foot, on ne va pas lever des barres, mais on va sauter, donc c'était vraiment ce critère-là qui nous intéressait le plus. Donc on a eu à peu près 10% d'évolution positive sur le contre-mouvement jump et à peu près 7% quand on utilisait les bras. Bon, pas de surprise non plus parce que scientifiquement, il y avait déjà eu des études qui avaient montré ça et qui avaient montré ça chez des enfants plus jeunes, dans des contextes où ils s'entraînaient également beaucoup. Et c'était l'haltérophilie parmi toutes les méthodes qu'ils avaient comparées qui était la plus stimulante pour développer la détente verticale. J'ai entouré ici en rouge le groupe contrôle de cette étude-là. Donc le groupe contrôle, c'était les gamins, les petits lutteurs, les petits judokas, qui faisaient que le judo, que la lutte. Et ce qu'on peut voir sur cette représentation, c'est qu'en fait, quand on fait que son sport, globalement, on ne progresse pas ou peu sur les composantes physiques. Et nous, c'est ce qu'on avait en fait sur le pôle espoir, avant qu'on fasse l'haltéro. Sur une même année, on voyait très peu d'évolution sur les performances en saut, sur les performances en sprint, etc. Par contre, on voyait l'évolution quand il y avait l'effet maturation, et notamment quand les gamins y revenaient la deuxième année après les grandes vacances. Donc on a continué justement la deuxième année, et on a eu le Covid, ça nous a coupé un petit peu, mais on a eu des performances chez les gamins avec le niveau de maturation qui devenait assez exceptionnel. On avait 2 joueurs qui sautaient plus de 60 cm. Donc, je vous ai mis des performances que j'ai sorties de différents articles qui ont mesuré des performances en saut avec les bras chez des joueurs professionnels. Globalement, en moyenne, on est à peu près à 50 cm. Donc nous, en faisant l'haltéro sur plusieurs cycles pendant 1 an et demi, on aurait aimé faire 2 ans, mais il y a eu le Covid, mais on a créé des joueurs qui étaient capables de sauter 60 cm. On avait 4 joueurs dans l'effectif qui sautaient entre 50 et 55. On avait 3 joueurs entre 47 et 49,5. On avait 2 joueurs chez qui la maturité ne s'était pas encore faite, qui étaient encore en dessous de 40 cm. Et globalement, en moyenne, on était proche de ce qui se passe chez des joueurs professionnels. Okay, et globalement, ce qu'on avait quand on ne faisait pas de l'haltéro chez ces gamins-là, on avait des performances environ de 44 cm. Et les joueurs les plus extrêmes, donc les meilleurs performeurs qu'on avait, c'était des joueurs à 50 cm globalement. Okay, bon, vous allez me dire, les sauts, c'est un critère, mais nous, le critère qui nous intéresse, c'est que deviennent ces gamins. Donc si on regarde, on a eu peut-être le meilleur taux de signature dans des clubs professionnels pour le pôle de Nouvelle-Aquitaine. Et c'était inédit également, on a eu 3 gamins qui ont accédé à l'équipe de France Jeune. On a notamment eu Amadou qui a été champion de France en U17. Et après, quasiment tous les gamins jouaient à un niveau national. Bon, je continue un petit peu mon histoire. Combien de temps il me reste, Max? Un quart d'heure. Un quart d'heure. Parfait. La suite, j'ai eu la chance en fait de certains gamins que j'ai eu en pôle espoir, de les avoir ensuite en tant que clients sur mon business et de les accompagner de manière individuelle. Donc je leur refaisais faire régulièrement de l'haltéro sur les préparations, notamment d'été, puisque c'était là où on avait le plus d'opportunités pour s'entraîner. Donc je leur demandais, j'étais avec eux quasiment tous les jours au téléphone pour savoir ce qu'ils faisaient en club pro. Et par rapport à l'haltéro, en fait, sur des catégories U16, U17, ils retombaient avec le bâton. Ils repassaient j'ai fait en moyenne 90 kg sur ce que je faisais en pôle espoir à 14 ans. Et quand j'arrive au centre de formation, à 15, 16, 17 ans, je repasse 1 an, 2 ans avec le bâton, avec la barre à vide. Okay, donc en termes de stimulation, il y avait un problème. Et quand je les retestais, ces gamins, il y avait le problème suivant, c'était que leur progression en termes neuromusculaires, elle ne se faisait plus. Mais tout simplement parce que la stimulation qu'on leur proposait était aussi insuffisante. Donc cette arrivée en centre de formation, des fois, elle marque une cassure dans la progression.
Et là, si je prends mon meilleur performeur, en deuxième année, il faisait des barres à 145 kg en tirage lourd. Donc ouais, un gamin de 14 ans, ça peut envoyer 145 kg si son niveau technique le permet, si son niveau de maturation le permet. Okay, et quand il est arrivé en centre de formation, mais pendant 1 an et demi, il a fait du bâton et de la barre à vide. Donc il a pu progresser. Donc comment va évoluer le joueur en centre de formation? Dans le foot en France, on a une super grosse compétence sur les aspects technico-tactiques, et on n'est pas champion du monde pour rien. Par contre, sur les compétences développement physique, on est un petit peu moins bon. Donc ça va stagner sur la charge d'entraînement, parce qu'on fait souvent la même chose, on fait beaucoup de foot. Il y a peu de contenu adjacent pour stimuler, notamment sur le plan neuromusculaire. On fait un peu de vivacité le vendredi, la veille de match, et ça s'arrête un petit peu là. On rentre très vite, très vite, je ne sais pas comment c'est dans votre fédé, mais dans le foot, on rentre très vite dans une logique, même chez les jeunes, il faut être performant le week-end. On rentre très vite dans de la compétition et de la compétition unique. Ce qu'on veut, c'est des joueurs performants maintenant. On n'est pas dans une logique de long terme, vouloir des joueurs performants au niveau senior. Donc pas que ça. Et souvent, les joueurs, ils sont fondus dans la masse et il n'y a pas de traitement des besoins spécifiques. Par exemple, là, quand je vous évoquais cet exemple-là, si on suivait une logique de progressivité, et peut-être que ce joueur-là, maintenant, il enverrait des barres à 160. Okay, peut-être que la moyenne du groupe enverrait des barres à 120. Okay, mais on s'est fondu dans la moyenne du groupe et on s'est ajusté au plus faible parce qu'on estimait que un gamin de 16 ans n'avait pas fait d'haltéro, donc tout le monde repassait par le process d'initiation. Ouais, sauf que dans ce groupe-là, il y avait des gamins qui auraient été capables de faire beaucoup plus. Donc, entre guillemets, ils ont un petit peu perdu leur temps. Donc la plupart des joueurs, en fait, dans le foot, ils commencent vraiment la prépa complémentaire au football à l'âge de jeune adulte, vers 18, 19, 20 ans. Moi, je vous rassure, il n'est pas trop tard, mais c'est juste que les gains qu'on va avoir, ils vont être plus limités et ça va être plus compliqué pour plein de raisons. Bon, ça, c'était une vidéo juste pour vous montrer que le gars, il est, en termes de compétences techniques, il était un peu plus en difficulté que l'autre. Je vous la montrerai de même pour gagner un petit peu de temps. Donc j'ai fait, je vous ai dit, dans mon histoire, j'ai fait de la prépa physique dans un club où on récupérait les refoulés du haut niveau. Donc j'ai essayé de leur faire faire aussi de l'haltéro. On a eu des résultats, mais des résultats qui étaient bien moins bons. Et eux, en termes de professionnalisation, ils ont réussi un petit peu à rebondir, mais ils ont rebondi en National 1, c'est le 3e niveau français. Bon, ça paye le loyer de jouer en National 1, mais c'est pas la carrière qu'ils auraient aimé avoir, c'est pas la carrière dont ils rêvaient quand ils étaient enfants. Okay, et pourtant, pour arriver à ce niveau National 1, je peux vous dire qu'ils faisaient peut-être beaucoup plus d'efforts que les gamins en Pôle Espoir en termes d'investissement dans la pratique de l'haltéro et d'autres méthodes de développement. Je pense par exemple à ce joueur-là, qui a été formé au TFC. C'était la pépite de la génération 98. C'était un peu le Neymar en termes techniques. Techniquement, c'était vraiment incroyable. Je l'ai connu aussi quand il était au Pôle Espoir à Bordeaux. Et après, je l'ai suivi sur son évolution. Techniquement incroyable, mais manque de compétences physiques. Manque de compétences physiques. Pour vous donner un ordre d'idée, il sautait à l'âge adulte 44 cm. Souvenez-vous, les données, je vous ai données sur le Pôle Espoir chez des gamins de 14 ans, qui étaient en moyenne à 50 cm. Donc même avec un bagage technique vraiment énorme, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut des compétences physiques. Quand je travaille avec des joueurs professionnels de top niveau, en fait, le problème, c'est qu'on a aussi peu de temps pour les développer parce qu'on est rattrapé par cette logique de match en match et on est souvent sur récupérer. Et en fait, les seules vraies séquences de travail, ce sont les jours de match. Et après, quand on peut travailler vraiment sur de l'entraînement pur et dur, c'est sur les trêves. Et c'est quelques semaines dans l'année, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc chez ces joueurs-là, on a, même chez des joueurs vraiment installés dans le haut niveau, on a encore des process à construire pour peut-être gagner 1%. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile d'être régulier dans le haut niveau et d'y rester. Les problématiques, quand on commence tard, et à mon avis, ce qui limite vraiment les gains, quand on commence, j'insiste bien, à l'âge adulte, même chez des jeunes adultes, c'est que ça nécessite une capacité, une phase d'acquisition technique qui donc demande du temps. Donc on ne va pas pouvoir rentrer directement dans du travail de puissance si on utilise uniquement l'haltéro. Okay, les résultats vont être plus difficiles à obtenir.
Et globalement, ce que j'observe, c'est que chez ces jeunes adultes qui sortent de centres de formation, on n'a pas une vraie culture de l'entraînement. Okay, on aime s'entraîner au foot, mais on n'aime pas trop faire autre chose que du foot. Et ça, c'est un problème. Parce qu'ils ont besoin de faire autre chose que du foot pour devenir des meilleurs joueurs de foot. Donc des fois, ça manque un petit peu de régularité et de persistance dans les process qui ne sont pas du foot. Et très souvent, on manque de ce support nutritionnel, de sommeil, de capacité à faire des soins pour bien récupérer, pour bien emmagasiner la charge d'entraînement. On est perpétuellement rattrapé par la nécessité de prouver maintenant. Okay, je veux être en forme pour l'entraînement parce qu'il faut que je montre au coach que je veux jouer samedi. Donc ne me crame pas trop Nico à l'entraînement parce que si je ne suis pas au top à l'entraînement du collectif, le coach ne va pas me prendre pour samedi. Et si je ne joue pas samedi, ce n'est pas bon pour ma carrière. Donc souvent on a un manque d'engagement dans le travail de prépa physique à cause de ça. Et dernier point qui va peut-être vous parler, c'est qu'on est rattrapé par la réalité du quotidien quand on est un jeune adulte. Et peut-être qu'on va aller à la fac, peut-être qu'on va commencer à travailler. Donc c'est des contraintes qui font qu'on a moins de temps pour s'entraîner et que psychologiquement on est aussi moins dispo. Et si je regarde les top joueurs pro, si je prends un jeune top pro, mais ce gars-là il a commencé à développer des process très très jeune et tout ce qui est travail de force, etc., il a fait très jeune. Si je prends un cas français, Benzema, lui il a développé progressivement les process, il s'est encadré progressivement pour devenir le top joueur qu'il est maintenant. Et je pense que si on gère bien l'entraînement des jeunes pour qu'ils deviennent des top joueurs, je pense qu'en fait, ce qu'on qualifie de cyborg maintenant, ça deviendra la norme demain. Mais si et seulement si on gère bien l'entraînement des jeunes. Or, je pense, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, je pense qu'en France, on a un problème de culture avec certaines méthodes d'entraînement. J'ai mis cette photo-là, c'est une gamine qui a 11 ans et qui arrive à épauler 91 kg. C'est le record du monde à son âge, je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai regardé un petit peu les commentaires sur les réseaux sociaux, j'aime bien, parce que c'est assez révélateur de ce que peuvent penser les gens. Et les commentaires des Français, c'était que c'est un scandale, que ça devrait être interdit, que les parents ne devraient pas lui laisser faire ça. Bon, ça choque beaucoup de monde. Le fait d'avoir des téléphones portables à table et de passer des heures sur le téléphone portable, c'est rentré dans la culture. Donc je me dis que peut-être un jour, si on rabâche aux gens qu'on peut faire de l'haltéro, peut-être qu'aussi ça rentrera dans la culture. Cette gamine, pourquoi c'est dans sa culture et pourquoi elle arrive à avoir des très hautes performances à son âge? Donc pour vous donner ordre d'idée, cette gamine, à 10 ans, elle a réalisé ses premiers championnats nationaux seniors. Donc elle a fait des compètes avec des adultes à 10 ans. À 11 ans, elle a arraché 4,70 et elle est polyjetée 91. Donc pour ceux qui ont fait un petit peu d'haltéro, c'est pas mal. Mais pourquoi cette gamine elle est arrivée à ces hauts niveaux de performance? Donc ça nous semble extraordinaire. Mais en fait, c'est juste qu'elle s'est entraînée depuis l'âge de 4 ans. Okay, donc on peut commencer à faire de l'haltéro bien encadré à 4 ans, ça pose aucun problème. Elle a eu la chance, en fait, que cette pratique d'haltérophilie, elle soit ancrée dans sa culture familiale, parce que papa haltéro de haut niveau, maman haltéro de haut niveau. Ok? Ouais, Kevin? Je veux donner juste une perspective pour qu'on réalise aussi un peu. Ça choque personne de voir les grandes championnes de gymnastique faire des triple salto et se réceptionner. Les chocs donc, par ces gamines de 14 à 15 ans, au moment où elles se réceptionnent, dépassent les 400 kg de pression appliquée en quelques dixièmes de seconde, voire moins. Voilà. Pareil pour le sprint. Et vous avez des muscles pendant le sprint qui subissent des tensions qui sont entre 6 et 9 fois le poids de corps. Les ischio-jambiers, le psoas. Donc voilà à quoi on... Alors, moi j'ai fait des sauts par exemple sur une plateforme de force. À la réception d'un saut tout à fait basique, là, un CMJ que tout le monde fait, voilà, on saute. À la réception, on fait 300 kg, 350 kg très facilement. Donc il faut aussi remettre en perspective ce qu'on met sur une barre versus ce qu'on peut appliquer comme contrainte liée à l'énergie cinétique du déplacement sur les tissus corporels. Merci. Très bonne intervention. Donc, pourquoi cette gamine aussi elle arrive à générer des très hauts niveaux de performance? C'est parce qu'elle arrive à s'entraîner avec régularité. Pourquoi elle s'entraîne avec régularité? Parce qu'elle prend du plaisir. Pourquoi elle prend du plaisir?
parce qu'elle a un climat d'apprentissage, notamment créé par ses parents, qui est hyper positif, qui est hyper favorable. Quand on la voit en compète, la gamine, elle kiffe venir en compète. Quand on la voit à l'entraînement, elle kiffe venir à l'entraînement. Dans le foot, c'est un vrai problème que j'ai vu, c'est d'une part l'attitude des coachs et d'autre part l'attitude de certains parents qui vont stigmatiser les erreurs. Okay, on a l'impression qu'à 10 ans, il faudrait toujours faire la passe parfaite, il faudrait toujours faire le bon choix. Non, on a le droit de faire des erreurs, ça fait partie de la formation. Donc moi dans ma logique, le tout compétition en termes de critères observables pour dire lui, il va aller au haut niveau ou pas, c'est pas un bon critère parce que je pense que ça va générer de mauvais comportements en termes de climat d'apprentissage à la fois chez les coachs et à la fois chez les parents, et je doute un petit peu de la durabilité du process. Je ne suis pas non plus pour uniquement être sur développer les process, uniquement développer le plaisir, parce que je pense que ça manque de finalité. Pour moi, le bon compromis, c'est oui, développer des process pour aller les expérimenter, les confronter à la compétition, toujours prendre ce plaisir, et surtout juger ce qu'on a fait pendant l'enfance, pendant l'adolescence, par rapport aux résultats qu'on va avoir à l'âge adulte ou proche de rentrer dans l'âge adulte. Okay, et à mon avis, plus on va aller dans le monde senior, plus on va juger par rapport à ce résultat compétitif. Okay, et pour moi, chez les jeunes, et plus on est jeune, plus ça sert à rien ou c'est dérisoire de juger le gamin par rapport à ses résultats compétitifs. Par contre, le juger sur sa capacité à s'investir à l'entraînement, le juger sur comment il prend du plaisir, et peut-être que c'est quelque chose qui va le faire durer dans le process. Et peut-être que c'est quelque chose qui va le faire performer, mais pas maintenant, mais plus tard. Donc, je terminerai là-dessus, quelques recommandations. Je pense qu'il faut développer l'athlète tant qu'on peut le développer. Et les moments les plus propices, à mon sens, et Seb l'a montré par une super courbe tout à l'heure, c'est le développer tant qu'il est jeune. Après, ça ne sera pas impossible, mais ça sera plus dur. C'est ne pas le freiner par nos pensées limitantes. Ça, c'est important. On est tous pleins de pensées limitantes. Et dans l'entraînement, il y en a plein. Il ne faut pas leur faire de la plio parce qu'il y a des rebonds, il y a des stress mécaniques. Et peut-être que le stress mécanique, si on le gère bien, c'est bien. Pareil pour la muscu, pareil pour l'haltéro. Seb, il a parlé d'intermittence matin. Pourquoi pas? Okay. Ne pas brider les jeunes en les fondant dans la masse du groupe d'entraînement. D'accord? Il faut vraiment individualiser et être capable de repérer. Seb, il est capable de faire ça. Kevin, il est capable de faire un petit peu moins. C'est pas grave. Je leur propose peut-être une charge d'entraînement un petit peu différente. Et ce qui est bien avec l'haltéro, c'est qu'en fait, le gamin qui est capable de lever 50, il va lever 50. Le gamin qui est capable de lever 140, il va lever 140. Okay? Donc on peut individualiser au kilo près. Ça, très important, monitorer et tester les jeunes, déjà pour une prise de conscience de ce qu'il est capable de faire en termes de performance, mais aussi de là où on veut l'amener. Okay, prise de conscience aussi du coach, prise de conscience aussi des parents. Des fois, vous avez des parents, ils vous disent « Ouais, mais mon fils, c'est le meilleur de son équipe. » D'accord, et ton fils, il est bon à Bordeaux, mais si je le mets au niveau national, ça devient un joueur banal. D'accord, donc, monitorer aussi pour mieux doser l'entraînement. Et dernier point, je pense qu'il faut raisonner de manière globale en prenant en compte, même si ce sont des jeunes, la nutrition, le sommeil, le soin, l'aspect mental et la charge globale, école, vie sociale, etc. Et je pense que ça, ce raisonner global, ça passe par beaucoup d'éducation chez l'athlète. Et vous allez être d'accord avec moi que l'éducation, si on la fait tôt, peut-être que ça sera plus efficace pour derrière mettre en place ces process-là. Et je pense que l'éducation, elle va être en lien avec une amélioration de la santé de l'athlète, mais aussi de ses performances. Parce que ce qu'on veut construire, c'est cette boîte à outils globale pour que l'athlète il prenne du plaisir, mais surtout il dure dans le haut niveau. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si vous on va continuer sur un droit que Kevin on se mette en place. Si vous avez des questions, profitez-en. Alors après, on fait une table ronde dont Nicolas fera aussi partie, donc on aura encore moyen de discuter avec lui. Mais si vous avez des questions, là tout de suite, on a 2-3 minutes, allez-y. On peut prendre une ou deux questions par exemple. Après, s'il n'y a pas de questions, c'est que c'était très clair. Non, moi j'avais une question. Yes. S'il vous plaît. Comment tu abordes, parce que du coup, pour un entraîneur, en fait, toi, tu peux préparer ta physique avec ce côté-là. Ouais. Et comment tu amènes l'entraîneur à lui faire comprendre que, parce que lui, il a un besoin de résultats immédiats avec ses jeunes,
même les parents. Et sur quel biais psychologique tu fonctionnes pour essayer de leur faire comprendre, ou des tests physiques, ou des choses comme ça, comment tu les amènes à entrer dans cette démarche et à leur faire comprendre que c'est positif pour eux? Ben, déjà, tu as dit un mot qui est intéressant et que il faudrait mettre en place, c'est faire du testing. Tu vois, et si je prends le foot, globalement, ce qui est fait, c'est qu'on teste en début de saison, tu vois, pour planifier la prépa de début de saison. Et après, on a du mal à répéter le testing. Or, ce qui nous intéresse, c'est de voir l'évolution sur toute la saison et justement se poser les bonnes questions. Se dire peut-être que lui, ben, il baisse en performance, peut-être qu'il faut le manager différemment, ou lui, il est tout simplement pas au niveau physique, tu vois, le manager différemment, ou peut-être ne plus sélectionner, ou au contraire, avoir un joueur qui est physiquement prêt, et peut-être que lui, il faut l'utiliser, tu vois, et pas simplement faire avec son œil. Et après, ouais, par rapport à mettre en place de l'entraînement complémentaire, tu vois, malheureusement, en France, on le fait indépendamment des coachs, parce qu'on sait pertinemment que les clubs en France, ils n'aiment pas ça. Voilà. En Allemagne, c'est un petit peu différent, il y a un échange avec le prépa physique et c'est un petit peu plus constructif. Mais c'est un problème de culture aussi. En France, on ne va pas accepter qu'il y ait une personne extérieure qui vienne rajouter des contenus d'entraînement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et j'avais une deuxième question. Ouais. Tu as montré que l'haltérol avait eu des bénéfices sur la détente verticale. Ouais. Est-ce que sur tout l'aspect horizontal, vous avez eu des choses positives aussi? Sur la vitesse de course, les appuis, des trucs comme ça? Alors, nous on n'était pas assez standardisé pour bien mesurer les vitesses de course, dans la mesure où des fois c'était un peu compliqué en termes de conditions. Par contre, je ne sais pas si tu as vu à un moment donné dans l'étude, je ne l'ai pas mentionné, ils ont fait des bonds horizontaux dans cette étude-là, et pareil, l'effet qu'ils ont eu, il était énorme. Juste une anecdote, en gros, un haltérophile de haut niveau, sur les 10 premiers mètres d'un 100 mètres, il va rivaliser, si c'est à peu près courir, il va réaliser assez facilement avec un sprinter de niveau olympique. C'est-à-dire que le démarrage, c'est les champions d'haltérophilie, en détente verticale et en accélération, ils rivalisent avec des sprinters, des sauteurs en hauteur. C'est assez hallucinant. Finalement, pour leur sport, c'est ce qui a abouti. C'est-à-dire que d'un seul coup, un jour, les mecs, ils ont mis sur des plateformes de force pour des tests classiques, physiques qu'ils faisaient faire pour des sports d'équipe. Ils ont mis des champions d'haltéro et ils se sont rendus compte que les mecs, ils sautaient à des hauteurs pas possibles. Et là, d'un seul coup, c'est l'origine, début des années 2000, des années 90, de l'utilisation de l'haltérophilie dans l'entraînement physique. Ouais. Charlie, oui. Donc, ma question, c'est surtout par rapport à la coordination. On aurait ce rapport des entraînements, des cycles, etc. Par rapport à, par exemple, un jeune qui veut faire encore de l'haltérophilie en complément. Comment on va placer ces séances? Alors on n'a pas fait que de l'haltéro. Tu vois, je t'ai dit, à un moment donné, je t'ai montré une diapo où il y avait plein de méthodes pour développer les aspects neuromusculaires. On faisait aussi des cycles de pliométrie. Tu vois, donc on faisait 6 semaines haltéro, 6 semaines plio. On a fait aussi 6 semaines de musculation combinatoire, tu vois, pour leur faire découvrir un panel de méthodes. Voilà, donc 6 semaines, c'était pourquoi on faisait 6 semaines en fait, c'est parce que c'était calé sur globalement les vacances scolaires. Voilà. Et ça nous permettait de faire aussi des tests à ce rythme-là. Et après l'haltéro, tu avais une question sur la coordination, c'est ça? Oui, voilà. Tu vois, Seb, ce matin, il a évoqué le fait qu'à un moment donné, les gamins, ils grandissent et ils n'ont pas forcément la poussée musculaire qui est concordante. Et tu vois, le fait de leur faire de l'haltéro, ça leur permet justement de prendre conscience de ce nouveau schéma corporel et de remettre de la coordination dans ce nouveau schéma corporel. Parce que l'haltéro, tu vas le voir si tu participes demain, c'est beaucoup de coordination. C'est utiliser bien les jambes à un moment donné, puis les bras, et surtout avoir la fixation au niveau du bassin que Seb a évoqué ce matin. En fait, je pense qu'il voulait dire aussi par rapport aux entraînements. Ah d'accord, ok. Quand est-ce que tu places la muscu par rapport aux entraînements? Nous en fait, par on rapport était... au cycle, par rapport aux compétitions. Ben, en fait, l'haltéro, quand tu le fais de manière très qualitative, c'est pas quelque chose qui est très fatigant. Et nous, on avait pris le parti de faire peu de répétitions. Donc tu vois, on pouvait la faire la veille des matchs, c'était pas un problème. Tu vois, on faisait 3 reps. 3 reps sur des composantes très anaérobies à lactique. Donc le gamin, il n'avait pas de stigmate le lendemain de ce qu'on avait fait à l'haltéro. Voilà. J'ai répondu à ta question? Merci. Merci pour la correction. Merci.